Bonjour, enfin bonsoir pour moi et bonjour, bonjour à vous, bonjour à la Nouvelle-Calédonie. Alors, petite vidéo, ça faisait un moment que je m'étais pas adressé à la communauté facebookienne, mais je tenais à le faire parce que j'ai pas mal de demandes et de remontées sur qu'est-ce que je fais en France, hein. C'est souvent une question qu'on me pose, c'est alors tu fais quoi? On sait que tu es à Paris, mais on sait pas trop tu sers à quoi. Donc je me suis dit que j'allais vous partager en ce dimanche soir, je suis toujours dans ma petite chambre avec le lit qui se referme dans le mur, j'allais vous partager un peu l'agenda de la semaine du député. Voilà, je crois que c'est important pour vous démontrer bien à quoi je passe mes journées. Alors, si je prends mon petit téléphone portable et que je vais dans la partie agenda, qui est la partie la plus stratégique de ce téléphone. Alors, demain lundi, il y a toutes les réunions en visio avec la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en fait, en Nouvelle-Calédonie, on sera le lundi soir, et donc ça me permet, moi, de faire les visios avec mes équipes, avec les collaborateurs du député qui sont à Nouméa. Ça me permet aussi de tenir la réunion du bureau exécutif de Génération NC, où on discute de l'actualité politique. Donc vraiment, le lundi, c'est vraiment la journée pour moi de calage avec Nouméa, voilà, où j'ai les remontées nouméennes, calédoniennes de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et puis moi, je donne aussi les infos de la semaine. Donc voilà, on est dans le calage de la semaine, la réunion agenda. L'après-midi, j'ai une réunion avec mon président de la commission des affaires étrangères, qui est un homme assez exceptionnel, qui s'appelle Jean-Louis Bourlange, qui est du MoDem, Mouvement démocrate de François Bayrou, qui appartient à la majorité, qui fait partie de la commission, qui préside ma commission. Et j'ai un rendez-vous avec lui pour caler avec lui une autre actualité de la semaine dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Le mardi, ça s'accélère. Le mardi matin, j'ai un petit déjeuner avec le ministre Jean-François Carenco. Je vais au ministère des Outre-mer et on va échanger avec Jean-François sur, la Nouvelle-Calédonie, faire un point de situation, où on en est sur les discussions concernant l'avenir institutionnel, où on en est sur les aides pour le nickel et notamment l'ASLN, mais pas seulement, on va aussi discuter, vous savez, de l'ITR, qui concerne la retraite de nos fonctionnaires d'État, puisque la réforme des retraites en métropole va passer bientôt, et il ne faudra pas qu'on oublie nos Calédoniens, fonctionnaires d'État. Il y aura aussi avec Jean-François la question du service national universel, le SNU. Vous savez, c'était notamment une de mes promesses de campagne. Alors, ils vont lancer des territoires d'expérimentation, mais la Nouvelle-Calédonie n'est pas retenue. Donc, je vais aller râler un peu. Donc, voilà, une réunion de travail avec Jean-François. Ensuite, j'ai ma réunion de groupe. Donc, ça, c'est la réunion de tous les députés Renaissance. Hein, c'est la majorité présidentielle. Donc là, on fait aussi l'agenda de la semaine et on va discuter de l'actualité de l'Assemblée nationale. Ensuite, l'après-midi, on a les questions au gouvernement, les QAG. Donc ça, c'est l'exercice que vous connaissez tous. Vous savez, c'est là où vous voyez les députés interpeller les ministres, et les ministres répondent, et puis tout le monde s'engueule un peu. Voilà, ça, c'est on va dire, l'exercice médiatisé d'un député et des ministres. Donc, c'est généralement là, il y a beaucoup d'ambiance. Ensuite, la séance commence. Alors, je ne vous dis pas l'ordre du jour. C'est diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. Hyper passionnant, mais il faut être là. Le soir, nous avons un cocktail avec Madame la Première ministre Elisabeth Borne, n'est-ce pas, à Matignon. Donc ça sera pour moi l'occasion aussi de lui parler de la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'elle se tient régulièrement informée, mais ça va être l'occasion d'en discuter avec elle. C'est beaucoup de travail de lobbying, hein, c'est beaucoup... ma présence à Paris, c'est tout le temps rappeler le dossier calédonien à tout le monde. Voilà, c'est un gros lobbying. Le mercredi matin, j'ai ma commission des affaires étrangères où on auditionne le général d'armée Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées de la République.
Ça va être bien sûr la guerre en Ukraine, mais pas que. Moi, je vais poser une question au général sur l'axe Indo-Pacifique et comment se positionne l'armée française dans cet axe, avec bien sûr notre volonté, vous savez, de voir se développer en Nouvelle-Calédonie une base militaire et quelque chose qui pourrait s'apparenter à un service militaire pour les jeunes en difficulté scolaire. Donc voilà, je vais poser une question au général, au chef d'état-major. Ça va être filmé, donc j'espère pouvoir la retransmettre. L'après-midi, j'ai une réunion du groupe d'amitié entre la France et l'Australie. Je siège bien sûr au sein de ce groupe d'amitié avec Philippe Dunoyer, qui en est le vice-président. Parce que c'est l'Australie, c'est nos voisins, hein, donc c'est un voisin de la France, et les Calédoniens, on est hyper bien positionnés là-dessus. Ensuite, j'enchaîne à 14h30 avec une réunion de travail sur l'uniforme scolaire en métropole. Alors là aussi, on inspire beaucoup les métropolitains, puisqu'on a mis l'uniforme en place, enfin, la tenue scolaire commune en place en province sud, et en métropole, ils commencent à se poser la question. Donc, en fait, les Calédoniens, on leur donne notre retour d'expérience, et moi, je suis bien sûr archi pour, parce que ça marche bien chez nous, c'est une économie pour les parents, et ça crée un sentiment d'appartenance. Donc, j'espère que la France métropolitaine va y passer également. Et enfin, je finis la soirée avec encore Jean-François Carenco, que je vois beaucoup. Mais là, il va faire une réception pour tous les députés ultramarins. Donc voilà, ça sera plus, on va dire, du relationnel et de l'échange avec les uns et les autres. Ça ne sera pas dans un cadre de travail comme j'aurais vu auparavant. Donc une deuxième fois, Jean-François. Le jeudi... qu'est-ce que j'ai? Le jeudi, j'ai un vol. Alors, oui, après, j'ai le vol. Mais avant de prendre mon avion, j'ai un rendez-vous avec Christelle Bory, PDG d'Eramet. Vous imaginez pourquoi. Au-delà du dossier calédonien, je vais quand même lui poser la question parce que j'ai été très surpris de l'investissement qui a été réalisé en Indonésie. Et un investissement qui va venir concurrencer directement le nickel produit par l'usine du Sud. L'usine du Sud était en vente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, j'avais fait une interview dans les Nouvelles-Calédoniennes pour dire qu'il fallait qu'Eramet rachète l'usine du Sud ou une multinationale française. Ils ne l'ont pas fait et je vois que à peine 2 ans plus tard, Eramet investit dans le même procédé en Indonésie. Donc ça a tendance à me tendre un petit peu. Donc je pense qu'on va avoir une explication avec Christelle Bory. Elle va me dire qu'en Nouvelle-Calédonie c'est difficile et qu'elle n'arrive pas à gagner de l'argent. Je trouve que c'était une occasion pour elle d'en gagner en investissant dans l'usine du Sud. Donc ça va être une discussion qui va être, je pense, assez animée. Et enfin, j'ai un dossier qui est important cette semaine, dont je suis, on va dire, le responsable pour le groupe majoritaire du président de la République. C'est compliqué, c'est l'intégration de Mayotte à la commission de l'océan Indien. En gros, dans l'océan Indien, ils ont organisé une commission entre la France, les Seychelles, non pas les Seychelles, quelque chose je raconte, aussi les Seychelles, Mayotte, Madagascar et les Comores. Et la France y est au titre de la Réunion. Mais la France précise qu'elle ne l'est qu'au titre de la Réunion et pas au titre également de Mayotte, qui pourtant fait partie de l'océan Indien. Et donc ça a tendance à énerver les responsables politiques mahorais qui, comme les Calédoniens, ont voté pour être français et qui se sentent mis de côté. Et donc l'État nous explique qu'il y a un traitement différencié entre Mayotte et la Réunion parce que Mayotte est revendiquée par les Comores. Alors vous avez compris que moi je peux pas laisser passer ça, c'est-à-dire que pour moi Mayotte et la Réunion sont 2 départements français et doivent être traités de la même manière. Il est hors de question qu'on refuse d'intégrer Mayotte à la COI au motif qu'elle est revendiquée par les Comores qui eux aussi font partie de la COI. Donc voilà, on sera un peu dans de la géopolitique. Je suis désolé, ça a l'air un peu chinois comme ça, mais en gros, je défends un territoire qui a choisi d'être français.
En fait, Mayotte, c'est comme nous, ils ont voté, pour rester français, ils sont même allés plus loin, ils ont voté pour la départementalisation, alors que c'est vraiment un pays qui est culturellement très éloigné de la France métropolitaine, hein. Et déjà, ils sont musulmans. Il y avait de la polygamie, bien sûr, il y avait un manque de développement, mais ils ont quand même choisi la France, alors que les Comores ont choisi leur indépendance. Et donc moi, je pense qu'il faut les défendre coûte que coûte là-dessus. Voilà un petit peu ma semaine. Vous avez vu que c'est chargé. C'est beaucoup de diplomatie, c'est beaucoup de réunions de travail en off dans les couloirs. C'est aussi du travail, tout simplement à l'Assemblée nationale, en commission et en séance publique. Donc voilà, et vous savez quoi, le jeudi soir, je prends l'avion. Et je passe par Singapour et je rentre à la maison. Ça fera 2 semaines et demie que je suis à Paris. Et il est temps de rentrer à la maison pour venir vous voir, pour voir la famille aussi. Donc voilà le programme de la semaine. Comme ça, tout le monde sait ce que fait le député. Il n'est pas au ski. Il n'est pas en train de skier, il est au taf, il est au boulot. Et bien sûr, il y a les relations constantes avec Nouméa par téléphone. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des observations, des propositions d'amélioration de la communication. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Voilà. Et bien sûr, j'ai reçu un courrier, alors je vais peut-être vous le montrer, comment il s'appelle, Gérald Darmanin, qui annonce sa venue à l'issue du congrès des indépendantistes pour reprendre les discussions avec eux sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense qu'on devrait avoir une visite de Gérald Darmanin en mars. On prévoit aussi une visite de M. Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en avril à peu près, pour l'inauguration de la prison de Koné. Et il devrait venir aussi Aurore Berger. Alors vous ne la connaissez pas, mais il faut absolument que vous la connaissiez. Allez chercher sur Internet. Aurore Berger, c'est la chef du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. C'est ma chef de groupe. Et elle est très forte. Et je lui ai demandé de venir en Nouvelle-Calédonie pour sentir tout simplement le territoire et politiquement les choses, d'autant que comme le futur statut de la Nouvelle-Calédonie devrait être entériné par l'Assemblée nationale, c'est bien si ma chef de groupe prenait le sujet. Voilà, si vous avez quelques questions en ce moment sur l'actualité, surtout n'hésitez pas, je sais que c'est encore un peu les vacances, mais comme moi c'est pas les vacances, eh bien je suis chaud, voilà, j'ai beaucoup parlé là. Ah, je vois qu'il y a un grand ami à moi qui vient de regarder le live Facebook. Je voudrais vous le présenter, il est très bien. C'est Guillaume Kasbarian. Guillaume Kasbarian qui est le président de la commission des affaires économiques en France métropolitaine, qui est quelqu'un de très brillant, qui doit avoir à peu près mon âge, ou un peu plus âgé que moi. Et lui aussi, j'essaie de le faire venir en Nouvelle-Calédonie, mais ils ont tous peur un peu, les mecs, parce que ça coûte extrêmement cher, bien sûr, même quand c'est payé par l'Assemblée nationale. On se fait taper dessus un peu par ceux qui gèrent le budget. Mais j'espère que Guillaume va venir parce qu'il a une grande expertise économique et je trouve que ça serait bien qu'un député de la nation vienne regarder ce qui se passe chez nous sur le Caillou. Salut, bonsoir Guillaume. Tu vois Guillaume, je gère mes réunions en circo avec des Facebook Live directement le soir. Que pensez-vous d'ouvrir un centre éducatif fermé au pays pour nos jeunes? Il le faut. Il le faut, bien évidemment. Je crois qu'on a une partie de notre jeunesse qui est en déperdition. Avant le centre éducatif fermé, moi j'aimerais bien qu'on agrandisse la prison du Camp Est. Parce que c'est une des pires prisons de France. Elle a une capacité de 400 places. Il y a 650 personnes qui sont emprisonnées. Et il y a 200 personnes en attente d'exécution de peine. Donc on voit que la prison de Koné qui va être inaugurée en avril par le ministre de la Justice, avec ses 110 places, ne suffira même pas à compenser l'attente actuelle. Donc je pense qu'on a besoin déjà de sortir la prison du Grand Nouméa de là où elle est, c'est-à-dire à Nouville, et d'en faire une plus grande, plus moderne dans le Grand Nouméa. C'est pas pour rendre la vie des prisonniers meilleure, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il en faut une nouvelle pour mettre
tous les gens qu'on a à mettre dedans. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des gens qu'on laisse dehors parce qu'on n'a plus assez de place. Donc ça, c'est un gros sujet. J'ai encore eu le cabinet de Dupond-Moretti la semaine dernière sur le sujet, parce qu'il est hors de question que le ministre de la Justice vienne en Nouvelle-Calédonie, inaugure la nouvelle prison de Koné et ne dise rien sur l'état du Grand Est. Pour moi, cette prison de Koné, d'ailleurs, n'était pas une priorité. On aurait d'abord dû agrandir le Grand Est. Mais bon, ça c'est fait. Il y avait une autre question un peu plus haut. Là, c'est Guillaume qui me dit merci pour l'invitation, j'ai hâte de venir. On te prépare une hospitalité que tu n'as jamais connue ailleurs. Alors, qu'en est-il du projet de viaduc au Mont d'Or de David Coulon? Eh bien ça doit faire partie. On en a parlé en Nouvelle-Calédonie cette fois, avant que je vienne, lors du groupe de travail avec le haut-commissaire sur le développement économique post-accord de Nouméa. Et ça a été exprimé comme étant un investissement prioritaire s'il y avait un accord économique sur les grands travaux. Vous savez que ce qu'on défend nous, les loyalistes, sur l'avenir institutionnel, c'est que, adossé à l'accord politique entre Paris et Nouméa, il y ait un accord économique, et notamment un accord qui permette la réalisation de grands travaux pour relancer un petit peu le secteur du BTP. Et l'idée, bien sûr, dans ces grands chantiers prévus, c'est qu'il y ait la route du Mont d'Or. Donc on en a parlé avec le commissaire, ils l'ont bien noté. C'est un chemin qui est long, bien sûr. Je sais que pour les Mondoriens, c'est compliqué. Parce que on passe toujours par Saint-Louis et c'est toujours un petit peu la peur au ventre qu'on traverse Saint-Louis. Mais sachez qu'on lâche pas l'affaire. Bon, on parle de plusieurs milliards, donc c'est long. Mais je pense que le créneau grands travaux après l'accord de Nouméa, c'est le meilleur créneau qu'on puisse avoir avec l'État. Parce que nous, le financer nous-mêmes, on n'y arrivera pas, bien évidemment. Bonjour Néné Rossard de Watom. Comment ça va, Watom? Comment vont les gens de la foi? Est-ce que ma sculpture est en train d'être posée au rond-point sortie nord? Voilà. Enfin, c'est grâce à Florence et son équipe qu'on finalise cette sculpture. Mais c'est un projet que j'avais initié, donc j'y suis très attaché. J'espère que ça va bien rendre. Tu me diras, Néné. Bon, pas trop de questions. Je vois que tout va bien. Tout va bien en Nouvelle-Calédonie. Pas de soucis particuliers. Faut me dire. J'avais prévu 3 quarts d'heure avec vous, j'ai commencé con. J'ai commencé il y a une vingtaine de minutes à peu près. Ah, c'était quoi ta remarque, Michel? Bonjour Michel, tu vas bien? Qu'est-ce qu'a décidé le gouvernement pour la remise en état du lycée Jules Garnier? Ah, je suis pas au courant de ça, Patrick. Il y a eu une demande du lycée Jules Garnier pour une remise en état du lycée? Au gouvernement central, national, hein. J'ai pas eu vent de ça, j'ai pas vu passer le dossier. Comment la réforme des retraites va affecter les Calédoniens? Alors, comme on a notre propre système de retraite pour nos fonctionnaires territoriaux et pour le privé, ça, en fait, la réforme des retraites au niveau national, ça va affecter que nos fonctionnaires d'État. Voilà. Et on est le territoire d'outre-mer qui en a le moins des fonctionnaires d'État puisqu'on est compétent dans beaucoup de choses. Mais ça barde ici en métropole. Hein. C'est chaud. Hein. Ah, j'ai pas vu ta réponse, Michel. Je suis désolé sur Eramet. J'ai essayé de retrouver, mais... Pour en revenir à la retraite, avec Philippe Dunoyer, on va essayer de sauver l'ITER pour les ultramarins. Mais on va voir, c'est pas gagné. On va en discuter avec Jean-François cette semaine.
Ah oui, pardon, Michel. À propos des ramètres, il ne faut pas se voiler la face. Notre nickel ne peut pas être compétitif quand on a ce niveau de salaire. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un effort des Calédoniens à fournir. Quand je dis des Calédoniens, c'est des responsables politiques déjà, comme moi, et de tout le monde sur notre compétitivité. On est, en fait, en Nouvelle-Calédonie, on est sur nos secteurs économiques, on est assez protégé puisqu'on soit on met des protections tarifaires, soit on met des protections douanières. On, on est, on est peu soumis à la concurrence internationale, euh, peut-être sur le tourisme. Mais le nickel, c'est vraiment quelque chose sur lequel là on se bat avec d'autres pays, d'autres grandes nations, et qui ont des économies d'échelle, qui ont un coût du travail, qui ont une productivité qui est absolument meilleure que la nôtre, il ne faut pas s'en cacher. La grande chance qu'on avait jusque-là, c'est qu'on avait un nickel très riche à être exploité. Mais depuis l'arrivée du pig iron, ça a bousculé le marché international. Et donc aujourd'hui, on a des devoirs de productivité et de compétitivité qu'on n'avait pas forcément avant. Et ça, c'est un sujet qu'il faut aborder chez nous. C'est-à-dire que on ne sera pas rentable tant qu'on n'améliorera pas notre productivité, c'est clair. On ne peut pas avoir des taux d'absentéisme comme on a aujourd'hui. On ne peut pas avoir de la sous-traitance sociale comme on a aujourd'hui. On ne peut même pas avoir de l'emploi social comme on a aujourd'hui. En fait, on est sur un marché mondial, c'est la jungle. Et soit on joue avec ces règles-là et on peut s'en sortir, soit on considère qu'on est les meilleurs du monde et qu'il faut encore faire très attention à nous. Et à ce moment-là, bon, ben, on connaît ce qu'on connaît, quoi. Alors, je dis pas que c'est que de notre responsabilité, hein. L'État a sa responsabilité aussi, dans la mesure où il doit nous entraîner dans sa stratégie industrielle nationale. Parce qu'aujourd'hui, ils importent du nickel de Russie, ce qui n'est pas forcément très malin. Et les multinationales doivent faire l'effort de réinvestir dans les outils de manière à ce qu'ils soient compétitifs et productifs, et puis doivent aussi nous faire confiance un minimum. Voilà, le but c'est pas d'être téléguidé depuis Paris non plus. Moi, ce que je dis sur le nickel, c'est que il faut que les trois partenaires, l'État, les industriels et les Calédoniens, on arrête de se rejeter la balle, qu'on regarde chacun chez nous ce qui va pas et qu'on se sorte un petit peu de là où on s'est mis tout seul, quoi. Faut pas se victimiser. Moi, j'aime pas la victimisation. Je suis pas dans le discours de dire c'est la faute des ramètres, c'est la faute de l'État. Je crois que on est trois. On est trois dans ce secteur-là, et tant qu'on n'a pas compris que c'est à trois qu'on allait s'en sortir, on comprendra jamais, quoi. Mais là, j'avoue que les ramètres, sur le coup de l'Indonésie, j'ai pris un petit coup quand même. Séverine Bourguignon, bonjour. Est-ce possible de faire quelque chose pour Païta, car route pas nettoyée et bordure de route pas coupée depuis des mois, on est abandonné. Bah Willy, qu'est-ce que tu fais là? Il est où, Willy Gatou? Il faut que je prévienne mon suppléant. C'est faut et Willy, tu dois couper les herbes au bord de la route. Ah. Vous savez, moi à la fois c'était les trous dans les routes avec les pluies. Voilà, on faisait ce qu'on pouvait. Et c'était l'entretien des espaces verts. Ah ça, hein, les électeurs ils pardonnent pas là-dessus. Donc Willy, si tu m'entends, ou aussi un élu de Païta, il y a Séverine qui vous demande de nettoyer les routes. Mathieu Bernard, bonjour Nicolas. Quand pourrons-nous avoir les premiers retours des groupes de travail sur l'avenir institutionnel? Je pense que... Alors ça dépend de notre rythme de travail, ça dépend si c'est constructif ou pas, ça dépend si on y arrive ou pas. On devrait avoir les grandes tendances en milieu d'année, je pense. Juin, juillet. Déjà. Je dis pas que ça sera finalisé là, mais il y a bien quand même 4-5 mois de gros boulot. On va essayer d'être prêt définitivement pour la fin de l'année. Il le faudrait.
Allez, je te dis juillet. Bon. Pas sûr. Mais on en est là. Ça met du temps, hein, parce qu'on a quand même 2-3 sujets à traiter. Bonjour Nicolas, service militaire, t'as des nouvelles? Oui, bah, j'ai passé aussi la semaine là-dessus. Je suis pas très content parce que le service national universel, ils vont faire des tests, mais comme je le disais en début, ils n'ont pas retenu la Calédonie comme territoire d'expérimentation, donc je vais monter au créneau là-dessus auprès de Jean-François Carenco. Et je suis en train de voir pour déposer une proposition de loi qui indique que le jeune condamné pourra choisir entre la prison ou l'intégration au SMA, ou au service militaire volontaire. Alors ça va être long, ça. Hein. Ça va être long parce qu'en France, là-dessus, ils sont moins militants du service militaire que nous. Hein. Voilà. Et comme c'est une compétence nationale, bon, ben, c'est ici qu'il faut convaincre. Donc ça va mettre énormément de temps. Le projet de service militaire, pour moi, c'est un projet de toute la mandature. Hein. C'est les 5 ans qu'il va me falloir pour réussir ce coup-là. Donc je suis dessus, j'y travaille, mais faut pas s'attendre à ce qu'au 1er janvier 2024, il y ait un truc chez nous. Hein. Voilà, ça va être très très long, très très long. Déjà, le service national universel que je trouve qui est un peu mi-figue, mi-raisin, l'expérimentation n'est même pas chez nous. Alors t'imagines, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours la même chose, c'est loin, ça coûte de l'argent, il faut envoyer les gens, il faut... Voilà. Mais bon, faut pas lâcher l'affaire. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Ouais. Mais je suis au taf. C'est ça. Bonsoir, Steven TDK. Comment est-ce que ça fonctionne la priorité à l'emploi local? Je suis marié à une métro, qui est dans le médical, mais apparemment c'est difficile pour qu'elle puisse ça. Ben, l'emploi local, on l'a installé parce que pour nous c'était une façon d'intégrer les Calédoniens dans le tissu économique. Parce qu'il y avait un discours qui consistait à dire que tous les postes à responsabilité étaient tenus par les métropolitains. Je crois qu'aujourd'hui, ça a des effets pervers, l'emploi local. Je le dis, c'est pas un discours qui est très populaire chez nous, mais je le dis. On a installé dans la tête des Calédoniens avec ça que parce qu'on était Calédonien, on devait avoir ce travail. J'apporte une nuance à ça. Calédonien, c'est pas une qualité. C'est pas une compétence. C'est un avantage. Mais si on veut être recruté à un emploi, l'important, c'est d'être bon. C'est d'être compétent. Parce que si on est trop protégé, à la fin, on n'a plus d'intérêt à être productif. Et en plus, l'emploi local a installé insidieusement l'emploi local localisé. On le voit dans le nickel, on en parlait tout à l'heure. Quand t'es de Koné, tu peux pas travailler à Yaté. Quand t'es de Yaté, tu peux pas travailler à Koné. Donc il y a une espèce de protection de l'emploi, de zones géographiques très restreintes, ce qui fait que les gens n'ont pas intérêt à être productifs ni compétitifs. Donc déjà que quand on empêche les métropolitains de travailler, on se coupe d'une compétition qui nous est favorable, qui nous tire vers le haut. Alors quand en plus on fait de l'emploi local localisé chez nous, c'est pas très bon. Moi quand je suis arrivé faire mes études en métropole, je l'ai dit tout le temps, et maintenant que je suis député à l'Assemblée nationale, je me dis pas je suis moins bon que les métros. Je veux me battre avec les mêmes armes, c'est-à-dire que je veux leur démontrer que je suis meilleur qu'eux et que j'ai pas besoin d'une aide particulière. Et pourtant, je sors de Poya, voilà. Hein. Donc, je pense que l'emploi local, il va falloir le retoucher pour le rendre moins sévère. Et dans ton cas, c'est une vraie catastrophe. C'est aussi pourquoi on perd énormément de personnel médical. C'est parce qu'en fait, quand un médecin veut venir s'installer en Nouvelle-Calédonie ou une infirmière, généralement elle est avec son conjoint. Et le conjoint ne trouve pas de boulot parce qu'il est aussi métro. Et donc ils vont travailler ailleurs, là où le conjoint pourrait avoir du boulot. Et donc c'est une des raisons qui explique notre désertification médicale.
Voilà, donc moi, l'emploi local, je pense qu'il faut le retoucher, il faut le rendre moins sévère. Alors, il ne faut pas tout enlever, bien sûr, parce que ça a permis à des Calédoniens d'accéder à des postes à responsabilité, mais on doit en effacer les côtés pervers, quoi. Le SNU existe déjà. Thierry, non, c'est pas le SNU comme on l'entend aujourd'hui, hein, dans la réforme qui est proposée par Sarah El Haïry, hein. C'est le SNU tel qu'il est proposé aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très élargi. Et donc, l'idée pour moi, c'est de profiter de cette extension que propose Sarah et d'en faire profiter la Nouvelle-Calédonie. Richard Gosselin, pourrais-tu répondre à ma question sur la défiscalisation agricole? Faut que je remonte là-dessus. Pourquoi, qui c'est qui m'est divorcé? Non, je suis pas divorcé. Je suis pas marié, mais je suis pas séparé. Mais je vois pas ta question sur la défiscalisation agricole, mais je la devine. J'ai eu une réunion avec le haut-commissaire là-dessus, Rémi Bastille. Il n'a jamais été question pour le haut-commissaire d'enlever la défiscalisation pour le milieu agricole et notamment les pick-up normaux, quoi. Enfin, je veux dire, le Ford Ranger, le Toyota Hilux, etc. Bien sûr, les F-150 et les Dodge Ram, on oublie. Mais le pick-up utilitaire, non, c'est pas le sujet. J'attends toujours la réponse, d'ailleurs, du Haut-Saria écrit sur le sujet. Je vais relancer le Haut-Saria pour qu'il me réponde. Richard. Mais normalement, le Haut-Commissariat devait indiquer au cabinet des fiscs qu'il pouvait continuer à défiscaliser les pick-up. Voilà, comme je dis, le pick-up d'entrée de gamme. Enfin, d'entrée de gamme. Le pick-up normal, quoi, que l'éleveur, que l'agriculteur a besoin pour son activité. Et pas que l'éleveur ou l'agriculteur, hein, le bénéficiaire de la défisque. Ce qu'il voulait éviter, c'était les abus avec les gros pick-up. Il y avait notamment il m'avait donné un exemple d'une esthéticienne qui s'était acheté un Big Dodge Ram ou un 150 en déficit. Donc là, bon, on peut comprendre que l'État sont un peu énervés. Mais je crois qu'ils ont fait une généralité dans leur courrier et ce qui a fait peur au cabinet des fiscs. Ah, le plafond. Tu peux m'écrire en privé, Richard, parce que je comprends pas ce que tu... Thank you. Jean-Pierre, Pierre-Jean, pardon, Pierre-Jean Larantec, oui, je vois Monsieur Karenko, je le disais tout à l'heure en début, sur l'ITR demain matin, pour moi. Non, après-demain matin pour moi. Donc ça te fera mardi soir pour toi, pour qu'on discute de l'ITR dans le cadre de la réforme des retraites. Pourquoi quand on s'engage à l'armée du pays, aussi les copains wallisiens et tahitiens ne perçoivent pas la même prime d'installation quand on a un petit dessotier? Ouais, ça c'est pas normal, Titana, on en a parlé. Ça aussi, ça fera des sujets que je dois voir avec Jean-François Karenko. Et là-dessus, on monte au créneau avec les députés polynésiens, avec notamment Moetai Brotherson. Ouais, merci Richard. Explique-moi bien, parce que pour l'instant j'avais été interpellé sur les questions de défiscalisation sur les véhicules. Mais précise-moi bien cette histoire de plafond, je vais te répondre. Eh ben voilà. Oui Stéphane, j'ai vu tes messages sur Monsieur Toukoumlis. Ce que je te conseille, c'est que c'est pas au niveau politique que ça se règle, hein, ces questions-là.
Il y a des juridictions qui existent. Le SMV, Cafel, tu parles le service militaire volontaire, qui est l'équivalent du SMI en métropole. Ouais. Il n'y a pas de SMV en Outre-mer puisque c'est le SMA. Voilà, c'est le service militaire adapté. Eh bien voilà, petit live. Je pense que je vais en faire un à chaque fois que je suis en métropole. Je vais peut-être vous en faire un dans la semaine pour vous montrer les travaux en commission. Pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, parce que l'Assemblée nationale, c'est pas que les petits les grands débats dans les sièges rouges, il y a aussi toutes les commissions qui y a autour. Ouais, il y a de la vie dans les bureaux tout autour. Voilà, bah écoutez, merci bien, ça m'a fait plaisir de rediscuter avec vous. On se revoit bientôt, je vous embrasse. C'est un peu le Bronx, mais je vous montre ma chambre, elle est toujours là, voilà, avec le lit. Spéciale dédicace, je ne voudrais pas quand même les oublier. Hop, on a vu mon ventre. Je voudrais faire 2 dédicaces parce qu'on me fait toujours des petits cadeaux quand je suis à Nouvelle Académie pour que j'emporte en France. D'abord, le CMO La Foi badminton, la photo avec moi. Voilà, j'embrasse handball, pardon. J'embrasse toute l'équipe de handball de La Foi et puis tous les clubs sportifs de La Foi aussi. C'est Christophe Cachera qui m'avait offert cette photo avec tous les jeunes. Donc merci au CMO La Foi, je vous embrasse bien fort. J'espère que tout le monde est en rouge et blanc. Et puis les jeunes sapeurs-pompiers de Dimbéa. Voilà, les jeunes sapeurs-pompiers de Dimbéa que j'embrasse très très fort. Ben voilà, vous êtes sur mon bureau. Ah, SOS, Brigitte, mes questions, est-ce que je dis n'a pas été abordé? C'est quoi que tu dis, Brigitte? Je suis désolé, mais ça défile tellement vite que le temps que je regarde à côté, c'est passé. Bon, on pourra peut-être en reparler la prochaine fois, non? Hein? C'est que vous êtes chaud, c'est lundi matin, mais moi, c'est dimanche soir, il est 22 h. Mais je ne suis pas trop d'accord quand souvent les gens disent qu'ils ne trouvent pas de travail, il y a une solution, créer son entreprise. Ah, bah ça oui. Son travail, on peut le créer soi-même. Alors c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a trop de démarches, hein, on a dit, il y a trop d'institutions, il faut aller voir 25 000 services pour tout faire. Créer une société, une entreprise, ça devrait être aussi facile que de créer une association. Voilà. Et donc il faut qu'on améliore l'administration sur ce sujet-là, parce que aujourd'hui, c'est trop difficile pour quelqu'un qui veut se lancer tout seul de passer par tous les chemins administratifs possibles et imaginables. Brigitte, je remonte les messages. Hein, Brigitte, qui est une fidèle de Facebook, donc je ne voudrais pas zapper sa question. Alors. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a Philippe Le Poule. Ça va, Philippe? Levi, ça va? Salut les gars. Ça me fait tous plaisir de vous voir. Hein. Franchement. Alors. Eh ben, je te trouve pas, hein, Brigitte. Tu peux copier et recoller ta question. Je reste esprit pour Brigitte. Norbert, sur la route du Mont d'Or, j'ai répondu un peu plus en amont de la vidéo, au tout début.
Philippe Colomina. Ça y est, elle prend sa rentrée en France, trop bien. J'espère que maman n'est pas trop malheureuse. Encore trop de magouilles sur les affectations de poste État sur la l'ANSV. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des magouilles. En tout cas, maintenant, quand un politique intervient, généralement ça devient contre-productif. C'est pour ça que des fois on me demande beaucoup d'intervenir, mais je dis que je préfère pas parce que généralement c'est mal pris. C'est mal pris. Donc quand on intervient, il faut intervenir intelligemment et puis avec parcimonie. Donc, écoute, quand on est déçu, on dit toujours que c'est des magouilles. Bon, il doit certainement exister encore quelques passes droits, mais c'est plus autant qu'avant, quoi. Ah bah écoute, Brigitte, je les retrouve pas. Je sais pas si tu as réussi à les publier par contre, parce que je suis remonté haut. Hein. Bon. Écoutez, les questions de Brigitte resteront sans réponse, je suis désolé. Fiche de poste faite à la main de l'intéressé. Ah ouais, d'accord. Eh bien écoutez, bonne journée à toutes et à tous. Je vais aller manger. Et puis, je vais aller dormir. Ah mais oui, mais vous posez toujours des questions, c'est difficile pour moi de partir. Oui, la retraite des indexés en Nouvelle-Calédonie, ça s'explique, mais bien évidemment, tous les rapports précisent que la vie en Outre-mer est 2 à 3 fois plus chère qu'en métropole. Donc forcément, si on fait la même retraite en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole, il y a une perte de pouvoir d'achat pour celui qui est en Nouvelle-Calédonie. C'est d'une logique sans nom. Voilà, c'est pour, vous savez, rien n'est fait par hasard. Hein. Allez, je vous laisse définitivement. Je vous embrasse. Bonne journée. Bon courage pour la semaine qui s'annonce. Ici, il fait... Et je finirai comme ça. Il fait quoi là? Il fait, je vais vous dire quelle température il fait. Il fait moins 1 degré. Voilà. Donc, chauffage à fond. Bonne journée, bon courage et à bientôt à toutes et tous.